de faire la promotion. Allô? Vous m'entendez? Ok. Donc, je disais tantôt que l'association de Way Out est une association qui est basée à Abidjan et qui est née de la volonté de ses membres fondateurs de promouvoir en quelque sorte l'éducation et surtout aussi l'excellence en milieu éducatif. Donc, et c'est justement dans cette conférence s'inscrit justement dans le cadre des activités de l'association, dont le but aussi est de faire en sorte que tous les intervenants dans le milieu éducatif puissent quand même avoir un maximum d'informations sur les questions liées à l'éducation, sur les questions liées à l'enfance et sur les questions aussi liées à la formation aussi des enfants parce que on est unanime que l'éducation quand même c'est le pilier de toute société qui veut se développer. Donc c'est un peu ça. Donc, cette conférence va s'articuler autour de la thématique de la protection de l'enfance et du parcours éducatif à travers la définition des limites d'une part et des sanctions d'autre part. Ainsi, pour développer une telle thématique, nous avons l'immense honneur et le privilège d'accueillir Monsieur le professeur Ricardo Capi. Il est éducateur et titulaire d'un doctorat en criminologie de l'Université catholique de Louvain en Belgique et consultant également en matière d'éducation, de prévention et de la délinquance et des droits de l'homme. Je pense que monsieur le professeur a un CV quand même assez fourni et assez bien garni. Et justement, par son parcours, il a quand même réussi à avoir une certaine expertise sur les questions liées à l'enfance, sur les questions liées à la criminologie. Donc, cette expertise lui a permis d'animer des séminaires interdisciplinaires de recherche, mais aussi d'intervenir en qualité d'enseignant à l'université de Lubumbashi. J'espère que je prononce très bien sur la thématique de la justice juvénile et des mesures socio-éducatives. Donc, c'est en quelque sorte quelqu'un aussi qui connaît les enjeux et et les différentes thématiques qui se posent notamment dans le milieu éducatif en Afrique, parce qu'il a beaucoup intervenu sur des colloques, sur des conférences. Donc, c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Et je tiens aussi à préciser que Monsieur le professeur Capi aussi poursuit ses activités d'enseignement au sein de l'Université d'État de Keira, de Santana au Brésil, et de l'Université d'État de Bahia. Donc, pour finir avec cette riche présentation, il est à noter que le professeur Ricardo Capi est également auteur de plusieurs ouvrages dont j'éviterai de citer parce que les titres, c'est un peu, je risque quand même d'écorcher un peu les titres, mais voilà, c'est une énorme bibliographie et qui permet de voir que monsieur le professeur quand même a assez écrit, c'est quand même immergé dans cette thématique et c'est vraiment avec une certaine reconnaissance, une certaine gratitude que voilà, je me permets de lui donner la parole. Mais avant tout, je tenais également à lui remercier parce que quand on a un tel parcours, quand on a un tel CV, on est beaucoup sollicité, on a beaucoup d'occupations, on a beaucoup de choses à faire. Mais lorsqu'on arrive quand même à dégager du temps un week-end, alors que c'est l'occasion pour se reposer et tout ça, je dirais quand même que ça mérite une certaine gratitude, un certain remerciement, parce que ça montre aussi que Monsieur le professeur est également attaché aux questions liées à l'éducation, aux questions liées à l'enfance. Donc, c'est vraiment avec une certaine émotion que voilà, je tenais vraiment à vous saluer. Merci beaucoup de vous être rendu disponible. Et dès à présent, avant de lui donner la parole, j'aimerais euh, passer quelques mots aux participants. Merci de bien vouloir couper vos micros afin qu'il n'y ait pas d'interférence. Et justement pour les questions, une fois que monsieur le professeur aura fini son intervention, nous aurons un temps dédié aux différentes questions. Et durant ce temps-là, nous allons encore échanger en profondeur. Donc, merci à vous et monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur David. Cher David, d'ores et déjà, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous cet après-midi. Donc, chez moi, il est un peu plus que midi.
Donc, je me trouve à Salvador de Bahia et j'étais en train de dire à David qu'en fait, on n'est pas très loin. Donc, je suis juste de l'autre côté de la mer. Donc, par rapport à Abidjan, je suis en train de parler par rapport à Abidjan. Et donc, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Et peut-être, avant de commencer, j'aurais envie de me présenter un petit peu pour que vous puissiez avoir une idée de mon parcours, parce que quelque part, nous sommes proches, mais nous sommes aussi lointains. Donc, ma formation se fait en Belgique, moi-même étant italien. Donc, après avoir conclu mes études en criminologie en Belgique, je suis venu au Brésil. Mais ce qui m'a amené à la criminologie, c'est justement l'éducation. J'ai travaillé en éducation populaire pendant plus de 10 ans à Bruxelles, dans une banlieue, donc avec des jeunes qu'on appelle là d'origine immigrée, notamment des Nord-Africains et des Africains. Donc, ce qui m'a déjà permis d'avoir un certain contact avec la culture africaine qui m'a toujours très intéressé et très attiré. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en arrivant à Salvador de Bahia, je me rends compte que je suis dans une ville africaine. Donc, Salvador de Bahia, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc elle se trouve au Brésil. Brésil qui a été un pays d'importation de main-d'œuvre forcée, d'importation forcée de main-d'œuvre, donc par les transactions liées à l'esclavage. Et donc, il se fait que Salvador de Bahia est la plus grande ville noire au monde en dehors de l'Afrique. Donc, et d'ores et déjà, vous êtes invités, pour ceux qui veulent connaître, établir des ponts avec, je dirais, cette terre qui est éloignée, mais aussi très proche. Juste pour donner un exemple, je me suis rendu à Abidjan au mois d'avril où j'ai connu Carmen. Bonjour Carmen, j'espère te voir à un certain moment ainsi que les autres. Donc, ceux qui peuvent allumer leur caméra, faites-le. Ça me, ça m'encourage d'avoir comme ça une interaction plus vivante. Évidemment, ce serait encore mieux si on était tous sur place, mais ce n'est évidemment pas possible. Et donc, une chose intéressante, une petite histoire que j'ai envie de raconter, j'étais dans un taxi, un Yango à Abidjan, et le chauffeur du Yango m'a demandé, ça fait combien d'années que vous habitez à Abidjan? Et moi, je lui ai dit, écoutez, moi, je suis arrivé avant-hier. Mais il disait, mais dans votre manière de parler, dans votre manière de vous comporter, on dirait que vous êtes ici depuis longtemps. Et j'ai dit, et il n'avait pas tort, je crois, parce que j'habite à Salvador depuis 28 ans maintenant. Et donc, je vis dans ce milieu qui me permet de me rattacher aussi à la culture africaine. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je suis ici. Effectivement, comme il a été dit, donc ça m'intéresse beaucoup tout ce qui touche à la protection de la jeunesse. J'ai effectué des travaux avec l'UNICEF et je me suis rendu en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc, en Tunisie, en République démocratique du Congo, toujours en essayant de connaître un petit peu quelles sont les pratiques avec les jeunes, les pratiques éducatives. Bon, en tant que criminologue, évidemment, je travaille beaucoup avec tout ce qui est lié à la protection de la jeunesse en ce qui concerne les jeunes auteurs de faits délinquants ou de faits qualifiés infractions. On les appelle aussi les jeunes contrevenants. Mais d'une manière générale, c'est la problématique de l'éducation qui m'intéresse. Donc voilà, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, je vais présenter un petit parcours qui est à la fois théorique,
mais qui me permettra de donner quelques exemples. Évidemment, je le fais à partir de la vision qui est la mienne. Donc, c'est une vision qui, au départ, est de quelqu'un qui vient d'Europe, qui a quand même habité un certain temps ici au Brésil. Et peut-être qu'il va y avoir des choses sur lesquelles on va s'entendre très rapidement, et puis d'autres où il faudra un petit peu travailler pour se comprendre mieux. Et c'est normal, et c'est toute la richesse de la différence. Donc, je le répète encore une fois, si vous avez envie et la possibilité d'allumer vos caméras, pour moi, ce sera d'autant mieux. Ça va m'encourager dans l'interaction. OK? Alors, en général, quand je commence une intervention, surtout quand elle se fait avec un nombre pas très grand de personnes, là je vois qu'on est plus ou moins une quinzaine, c'est ça, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes connectées que je ne vois pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne, la connexion. Moi, je vois 15 personnes ici. Est-ce qu'il y en a d'autres, David? Alors, pour le nombre de personnes, je pense que, je regarde dans les participants, nous avons à peu près, oui, c'est ça, nous avons à peu près une quinzaine. Et je OK, pense qu'il y a OK. toujours, il y a quelques personnes aussi qui, OK, donc il n'y a pas de relais sur d'autres plateformes. Donc, on est ou, entre nous, si je puis oui, dire. tout à fait. Alors, moi, quand je commence un travail avec des groupes qui ne sont pas si importants et surtout des groupes engagés comme le vôtre, moi, je commence comme ça par un dialogue avant de communiquer les choses dont j'ai envie de vous parler. Et je tiens à souligner que si je suis là ici avec vous, c'est grâce à Carmen. Donc, je faisais ma recherche au mois d'avril. J'étais intéressé à connaître des intervenants auprès de jeunes qu'on l'on appelle délinquants, mais aussi de jeunes dans des quartiers défavorisés. Et donc, j'ai eu la possibilité de connaître plein de gens. Et j'étais à une conférence qui parlait justement des droits de l'enfant, de la protection de la jeunesse. Et j'ai eu le plaisir de connaître Carmen, avec qui on a commencé à établir une discussion. Et c'est à partir de là qu'est née l'idée de cette conférence. Donc, merci encore une fois, Carmen. Je ne te vois pas encore. Je vois ta photo, mais j'aimerais te voir en vrai. Donc, voilà. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez, quand vous arrivez à une conférence avec ce titre, OK, parcours éducatif, limite, sanction, est-ce que vous avez des questions spécifiques? Qu'est-ce que ça vous dit, ce titre-là? Et si je commence de cette manière, c'est aussi pour une raison pédagogique, c'est pour vous connaître un petit peu et savoir avec quel type de questionnement vous arrivez, que ce soit des questionnements euh, de vous-même, de vos questionnements propres, ou des questionnements que vous entendez, parce que j'imagine aussi qu'il y a ici des personnes qui travaillent en éducation dans des milieux différents, qui écoutent des parents, par exemple, qui se trouvent confrontés à la question quotidienne de l'éducation de leurs enfants. Et donc, peut-être que vous avez déjà quelques questions. Je ne promets pas que je vais y répondre immédiatement, mais je tâcherai d'y répondre au long de mon intervention. Est-ce que quelqu'un voudrait déjà faire part d'une ou l'autre question, de l'une ou l'autre question au sujet de ce thème? Alors, moi, j'essaie parce que Parfait. justement, quand j'ai vu la thématique de la conférence, je me suis justement posé la question, comment est-ce qu'on peut aborder cette thématique? Et moi, dans mon esprit, je me dis, ah, certainement que le conférencier, déjà par son parcours, il va essayer quand même de nous expliquer un certain nombre de mécanismes ou un certain nombre de, que ce soit des mécanismes juridiques,
mais aussi des mécanismes sociaux qui permettent justement de pouvoir, dans le cadre éducatif ou dans le milieu éducatif, de pouvoir quand même assurer un certain épanouissement aux enfants, parce que justement, c'est cet épanouissement qui les permet de pouvoir mieux apprendre. Et justement, on arrive à une situation où il faudra justement aussi établir des limites, voire même des sanctions pour éviter qu'on puisse quand même porter atteinte, que ce soit à l'intégrité physique, l'intégrité morale et tout ça des enfants. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai appréhendé la thématique et je ne sais pas si les participants ont une autre lecture de cette thématique. On s'entend bien sur ça, David. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser l'une ou l'autre question spécifique? Oui, je vois Sissouma qui a levé la main. Oui, Oui, Monsieur Sissouma, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir, chers tous. Je suis voilà. très heureux, je suis très heureux d'être à cette conférence pour mieux apprendre beaucoup sur l'éducation, la formation des enfants, surtout la protection des enfants, les instruments, les mécanismes juridiques qui encadrent en tout cas la protection et l'éducation des enfants. Mais c'est aussi pour moi le lieu vraiment de mieux comprendre comment l'éducation des enfants peut se faire dans un contexte, en tout cas de vulnérabilité dans la bande ouest africaine. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sessouma. Merci. Qui S'il y a d'autres d'autre? personnes, oui, n'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole pour exprimer votre point de vue. On est là pour échanger, donc vos contributions sont les meilleures. Moi, je sais S'il n'y pas. a pas, oui, Je ne pas. Oui, Monsieur Tano, vous voulez prendre la parole? Je pense que Monsieur Tano. c'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être que je vais commencer. Il y a Monsieur Monsieur Quadio, Quadio. peut-être. Oui, Monsieur Quadio, allez-y pour votre intervention. D'accord. Bonsoir, chers conférenciers. Bonsoir à tous. Bonsoir, Ada. J'espère que tout le monde va bien. Euh, Lorsque j'ai lu la thématique, j'ai, dans mon analyse, euh, j'ai mis en rapport la protection de l'enfance et le parcours éducatif à cause de la conjonction de coordination et donc peut-être dans quel cas la protection de l'enfance peut influencer positivement ou négativement le parcours éducatif de l'enfant. Et certainement que l'un influe sur l'autre, d'où la question de poser des limites pour éviter que l'une des thématiques puisse avoir, euh, puisse être extrêmement en dessus de l'autre pour éviter les impacts négatifs. C'est un peu l'approche que j'ai fait, une sorte d'influence d'une de la protection de l'enfance sur le système, le parcours éducatif ou le parcours éducatif qui influe sur la protection de l'enfance. C'est un peu mon analyse. OK. Merci Merci beaucoup, Monsieur beaucoup. Quadio. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais peut-être brosser un cadre de ma communication. Et puis, au fur et à mesure, peut-être qu'il y a des questions qui vont apparaître. N'hésitez pas à m'interrompre. On est dans une conversation. OK? Donc, il y a une chose très importante qui a été dite par Monsieur David concernant la Convention des droits de l'enfant de 1989, qui est un moment tout à fait important dans l'histoire, je dirais dans l'histoire de l'humanité. C'est de dire, les enfants, je résume, je ne suis pas un juriste, hein, je suis un criminologue. Donc, sur les questions juridiques, évidemment, je connais quelque chose, mais ce n'est pas vraiment
bon, ma spécialité, mais je peux dire quelque chose évidemment. Pour moi, la Convention des droits de l'enfant, c'est le moment où on affirme d'une manière solennelle que les enfants sont des citoyens. Ils sont des citoyens à part entière d'un point de vue juridique, même si d'un point de vue de l'exercice des droits, il va y avoir tout un parcours à faire pour qu'ils puissent exercer leurs droits exactement de la même manière que les adultes. Mais ça, c'est très important parce que ça veut dire que les enfants ne sont pas des objets, que les enfants ne sont pas la propriété de qui que ce soit. Les enfants sont des sujets de droit. Donc, les enfants ont des droits, donc ils sont des citoyens comme tout le monde. Et ça, c'est très important. Et je le dis à partir du Brésil, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, le Brésil a affronté une problématique très forte à partir de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire au moment où on en a terminé avec l'esclavage. Donc, le Brésil est un des pays qui, en dernier lieu, a aboli l'esclavage au monde. Donc, ça veut dire que si je parle avec un jeune, un élève à moi, peut-être que son arrière-grand-père était esclave. OK? Donc, ça a un impact très grand sur l'histoire du Brésil. Pourquoi? Parce qu'une fois que les esclaves, les ex-esclaves, donc ils sont libérés, mais ils n'ont pas de moyens, ils sont jetés à la rue. Donc, ça veut dire que le Brésil a une population de rue très importante depuis la fin du 19e siècle. Et au long du 20e siècle, on a mis sur place toute une série de dispositifs, de mécanismes, comme dit David, pour s'occuper de ces enfants. Mais ce sont d'abord des mécanismes caritatifs, donc qui sont du ressort de l'initiative privée. Ce n'est pas l'État, c'est peut-être l'Église, c'est peut-être des œuvres de charité, ok? Et puis, quand l'État s'en mêle, il traite ses enfants d'une manière particulière, c'est-à-dire les enfants pauvres. Et ici, au Brésil, on doit dire les enfants noirs, parce qu'il y a une très grande différence entre les noirs et les blancs, ont pendant longtemps fait l'objet de politiques tout à fait insuffisantes pour garantir leurs droits. Donc, par exemple, moi, je suis arrivé au Brésil au début des années 90, des années 90, où il venait d'y avoir une nouvelle loi sur la protection de la jeunesse dans le sillage de la Convention des droits de l'homme, des droits de l'enfant. Donc, droits de l'enfant 1989, loi sur la protection de la jeunesse au Brésil 1990, donc juste une année après, et ceci avec une grosse pression populaire. Au Brésil, nous avons eu ce qu'on a appelé un mouvement national d'enfants de rue. Donc, évidemment, il n'y avait pas que des enfants dans ce mouvement, ils étaient soutenus par des adultes, mais ce qui a amené une législation qu'on peut appeler une législation moderne qui parle de la protection de la jeunesse. Je ne vais pas vous parler de cette législation, mais elle me sert pour dresser le cadre. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette législation? Et ça peut être intéressant. Elle dit d'abord, d'un point de vue très général, l'enfant est une priorité absolue et l'enfant doit être saisi dans une visée de protection intégrale. Donc ça, ce sont des principes très importants et qui ont des retombées très claires
dans la vie quotidienne, ou mieux, devrait avoir. Parce que vous savez que les lois, c'est une chose, et l'application des lois, ce n'est pas toujours la même chose. OK? Donc, par exemple, je dis un exemple, priorité absolue, ça veut dire que si dans la file d'un hôpital, il y a un enfant, cet enfant, il a le droit de passer avant. Pourquoi? Parce qu'il a la priorité absolue. La priorité absolue, ça veut dire que l'État doit tout mettre en œuvre pour garantir à tout le monde d'aller à l'école, d'avoir les soins de santé, d'avoir le droit au loisir, d'être mis dans une condition de protection par rapport aux violences, que ce soit dans leur famille ou dans la rue ou à l'école, par exemple. Ça, évidemment, ça a des répercussions très fortes. Et quand j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai passé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui... J'ai passé une période à Korogo aussi. Et j'ai eu des débats très intéressants. On m'a même fait parler à une radio à Korogo. Et j'étais traduit en Sénoufo et Malinké. Donc, c'était tout à fait passionnant. Et pourquoi je dis ça? Parce que on sait que la tradition propose une manière d'être avec l'enfant et d'éduquer l'enfant. Peut-être que la conception des religions, pas les religions traditionnelles, ça je les mets dans la tradition, les religions, que ce soit le catholicisme ou l'islam, par exemple, ont une conception, et puis la législation de la nation, de l'État, a une autre conception aussi. Et donc, j'avais des débats avec des groupes de jeunes, l'association des jeunes travailleurs, peut-être que je ne dis pas le nom exactement, je ne me rappelle pas, sur ces questions de différence de traitement selon les normes traditionnelles, le village, les chefs de village, religieuses, les imams, les marabouts, les prêtres, et les normes de l'État avec les tribunaux de la jeunesse et la protection de la jeunesse. Et je sais que en Côte d'Ivoire, il y a une législation de protection de la jeunesse. J'ai parlé avec des juges, j'ai parlé dans les tribunaux. Et donc, ces trois lectures sont des lectures différentes qui posent des questions très intéressantes aussi. Donc, par exemple, les parents qui disent « Ah, maintenant, on ne peut plus rien faire avec nos enfants, on ne peut plus taper, des choses comme ça. » Donc, et je suis sûr que vous comprenez ce dont je parle. Mais pour moi, ça a été passionnant de comprendre ça. Donc, cette législation est une législation qui encadre notre manière de voir les enfants comme des porteurs de droits, des sujets de droit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant, il a des droits et avant tout, il a le droit à avoir un foyer, à vivre dans un espace où il est aimé. Okay? Et ça, c'est une question tout à fait importante et tout à fait difficile aussi. Donc, si je pense au parcours éducatif, par exemple, j'ai envie de dire que le premier défi, et là je passe du droit à l'éducation, la criminologie a cet avantage-là, c'est qu'on parle un peu de tout, hein, d'éducation, de droit, de sociologie, de psychologie, ok? Donc, vous allez voir pendant que je parle, mais je vais signaler ça, je passe d'un domaine à l'autre. Donc là, j'ai donné un cadre juridique d'une manière très large, évidemment, mais pour faire comprendre que ce n'est pas le même cadre, par exemple, de l'ancestralité, et ce n'est pas le même cadre des religions monothéistes qui sont aussi fort présentes sur le continent africain et en particulier en Côte d'Ivoire. Donc, si on passe sur le plan
familiale, qu'est-ce qu'on peut dire d'une manière très générale aussi? Puis si vous avez des questions, on avance. Donc, l'idée, c'est que quand on pense à un parcours éducatif, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire éduquer? Donc, éduquer, c'est un mot qui vient du latin, donc, qui est educare en italien, et educere, c'est amener à l'extérieur. Donc, l'idée d'éduquer, c'est qu'on part de l'intérieur et on va vers l'extérieur. Donc, on conduit, conducere, conduire, c'est le même mot. Conducere, educere, c'est la même chose. Sauf que conduire, c'est aller avec, et alors que éduquer, c'est conduire, mais à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'on part de l'intérieur de la famille, et tout doucement, l'enfant, il doit être capable de se comporter à l'extérieur de la famille, c'est-à-dire dans la communauté, à l'école, dans la société, dans son ensemble. Donc, c'est ce parcours-là que j'ai en tête quand je pense à l'éducation. Alors, on peut se demander, quels sont les grands ingrédients de ce parcours? Je dirais que le premier grand ingrédient, c'est le lien. Le lien, parce que on est, et ça, dans ça, je sens que, par exemple, la culture africaine a beaucoup à apprendre au reste du monde sur la question du lien. Donc, pour moi, et ça, je le sens à chaque fois que je vais en Afrique, mais même ici au Brésil, qui est tout à fait différent de l'Europe, la question du lien est très importante. Et ce n'est pas uniquement le lien papa, maman, enfant. C'est le lien papa, maman, enfant, oncle, tante, grand-père, grand-mère, communauté. Donc, c'est de dire, la première chose qu'on communique à l'enfant, c'est de dire, tu n'es pas né, tu n'es pas tombé du ciel, tu n'es pas tombé n'importe où, tu es tombé dans un terroir. Donc, et par exemple, les religions traditionnelles ici au Brésil, elles parlent de terroir, comme si c'était une plante qui a besoin de planter ses racines dans un terroir. Donc, la première opération que l'on fait avec les enfants, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la famille élargie, ok, que ce soit dans la communauté, c'est une sorte d'enracinement. De quoi est-ce qu'il est fait, cet enracinement? Il est fait, je pourrais dire comme ça, de relations, certains disent d'amour, il est fait aussi de culture. Donc, dans cet enracinement, l'enfant, il commence à comprendre qu'il fait partie d'un tout. Donc, que ce n'est pas une chose isolée, un sujet isolé, mais qu'il fait partie d'un tout. Et jusqu'à là, tout va bien. Je veux dire, le premier grand tout, c'est quoi le premier grand tout? C'est la relation, par exemple, de l'enfant avec sa maman. Dans un premier temps, pas de problème. L'enfant, il fait exactement tout ce qu'il veut. Il veut manger, il mange. Il veut boire, il boit. Il veut aller à la toilette, il va à la toilette. Il veut pleurer, il pleure. Donc, le premier moment de l'enfant est un moment où tout lui est permis. Vous avez déjà pensé à ça. Nous, les criminologues, on dit que les enfants, c'est comme des petits psychopathes. Parce qu'il ne doit rien apprendre. Il doit seulement faire ce qui passe dans ses impulsions. OK? Je dis ça d'une manière simple, on pourrait le dire d'une manière plus technique. Mais donc, si on veut, ce moment-là où l'enfant est aimé est tout à fait important, mais ça ne va pas pouvoir durer toute la vie. Il y aura un moment, n'est-ce pas, David, où les limites vont apparaître.
Parce que Tout à fait. si je suis un bébé et j'ai envie de téter, par exemple, je ne dois pas demander l'autorisation. Je n'ai même pas les mots pour demander l'autorisation. Je ne vais pas dire, maman, j'ai envie de téter. Et alors, maman, elle dit, attends, je vais réfléchir si on va faire ça maintenant ou on prend un rendez-vous. Non, ça ne marche pas comme ça. L'enfant, il a envie et hop, ça se passe. Sauf qu'après un certain temps, ça ne va plus marcher comme ça. OK? Mais ce moment, on va l'appeler le moment de l'amour, il est tout à fait important. Pourquoi? Parce que l'enfant, même de manière inconsciente, il va se dire, waouh, mais c'est chouette de vivre ici où tout le monde m'aime bien. Non? Parce que imagine un enfant, pourquoi il doit vivre? L'enfant, il peut naître et dire, waouh, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça va être trop dur. Moi, je ne vais pas y arriver. Je suis petit, je n'y arrive pas. Vous comprenez, je raconte une petite histoire là. Mais donc, ce moment de l'amour, il est super important. Pourquoi? Pour se dire, même inconsciemment, waouh, moi, le petit Ricardo, mon papa, ma maman, ma tante, maison, tout le monde, il est là en train de dire, waouh. Et je me sens quelque part encouragé à grandir, à me développer. OK? Donc, ça, c'est un moment vraiment important. Et souvent, parfois, on oublie cette importance-là. Donc, parfois, les parents n'ont pas la possibilité d'être proches de leurs enfants, ni la communauté a la possibilité de jouer ce rôle-là. Parce que, par exemple, en Afrique, vous me dites si je me trompe, il y a les parents immédiats, mais aussi tous les autres membres de la communauté peuvent donner cette attention à l'enfant pour que l'enfant se sente encouragé, soutenu, pour qu'il comprenne que son existence est là un terrain solide. Ça, c'est important. L'idée de terroir, c'est de dire, je sais où faire grandir mes racines. Le terrain, il est solide, il est riche, il va me nourrir. Et donc, j'ai la possibilité de me développer. Si je mets une plante dans un terrain qui est dur, sec, les racines, elles ne vont pas pouvoir se développer. C'est un peu ça l'idée, la première grande idée de l'éducation. Donc, la première grande question, c'est est-ce que nous, les familles que nous rencontrons, ont la possibilité d'offrir ce terroir riche, soutenant, dans certains cas, plein d'amour pour que l'enfant puisse planter ses racines, je dirais, à son aise. OK? À son aise. Il y a une expression très importante que j'ai entendue en Afrique, sans souci. Il n'y a pas de souci. Vous dites ça, hein? Pas de souci. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de souci? Oui, tout à fait. Tu peux... C'est cool ici. Tu vois? Cool, c'est déjà plus francophone de la France. OK? Mais sans souci, c'est vrai, ça veut dire sans préoccupation. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis à un ami, il n'y a pas de souci, ça veut dire tu es le roi ici. Tu peux. En portugais, il y a une expression qui dit fique à vontade. Ça veut dire tu peux faire ta volonté. Tu vois? Donc, si je reçois un ami ici et je dis fique à vontade, ça veut dire que ma maison, elle est à lui. S'il veut s'étendre pour se reposer un peu, il peut le faire. S'il veut s'asseoir, s'il veut manger, fique à vontade. Pas de souci. OK? Ça, c'est le premier grand moment éducatif. C'est ne donner aucun souci à l'enfant. Pourquoi? Pour qu'il puisse développer ses racines. OK? Ça, c'est très, très, très important. Et donc, une des premières grandes questions, c'est que quand, et on le verra après, c'est que quand l'enfant ne reçoit pas cette alimentation affective-là, peut-être
que plus tard, on aura déjà des problèmes. Donc, il y a même des expériences scientifiques, peut-être vous en avez déjà entendu parler, un auteur qui s'appelle Spitz, il a fait des expériences avec des singes. Donc, il a pris, mettons, six petits frères singes, il les a séparés. 2, il les a laissés avec leur maman. 2, il les a mis avec une maman en fer, mais qui avait 2 petits tétons pour qu'ils puissent manger. Et les 2 derniers, il les a mis avec une maman en peluche. Donc, comme si c'était une poupée en peluche. Mais l'alimentation, c'était pas terrible. OK? Une mauvaise alimentation. Et alors, des 3 groupes, quel est celui qui va se développer le mieux? C'est évidemment le groupe qui reste avec sa maman, parce qu'avec sa maman, il a la chaleur du corps et il a la bonne alimentation. Le deuxième groupe, il est alimenté, mais il n'a pas de chaleur. Il n'a pas de support affectif. Et le troisième groupe, il a un peu de chaleur avec le peluche, mais il n'a pas beaucoup d'alimentation. Quel est le groupe qui va présenter le plus de problèmes dans cette expérience? C'est le groupe avec la maman en peluche ou en fer. Vous pouvez choisir. Moi, je dirais en faire. Exactement. Exactement, David. Pourquoi? Mais ça, c'est expérimental. Le petit singe avec la maman en fer, bien qu'il ait une alimentation suffisante, il va développer des formes de stress, d'anxiété très fortes, parce qu'il ne va pas se sentir soutenu et rapidement des comportements agressifs envers les autres ou envers soi-même. Donc, ça, c'est déjà pour dire, voilà, un premier point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est la création de ce terroir affectif, qui est aussi un terroir qui va, d'une certaine manière, communiquer une culture. On va dire, par l'apprentissage concret, eh bien, on vit de cette manière. Donc, par exemple, une maman africaine ou une maman brésilienne, elle allaite son enfant à chaque fois qu'il le demande. La maman allemande ou la maman française, elle fait différemment. Elle dit le premier mois, c'est toutes les heures, le deuxième mois, c'est toutes les 2 heures, le troisième mois, c'est toutes les 3 heures, le quatrième mois, c'est toutes, etc. Donc, mais c'est n'importe, quelle que soit la forme, on dit à l'enfant, écoute, c'est pas qu'on lui dit, hein, on lui dit avec les gestes, écoute, ici, tu es en sécurité, tu dois pas te faire de soucis parce qu'on s'occupe de toi. OK? Donc, pas de soucis. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Et c'est là que les autres problèmes peuvent commencer. Donc, j'ai déjà dit, un premier problème, c'est quand l'enfant n'a pas ce milieu de confort. À un certain moment, progressivement, l'enfant, d'abord, il grandit et on va se dire, mais en fait, il ne va pas pouvoir continuer à faire exactement ce qu'il a envie. On doit lui mettre des limites parce que si on regarde le bébé, quand il veut manger, il mange. Quand il veut dormir, il dort. Quand il veut aller à la toilette, il va à la toilette. Mais ça, ce n'est plus possible à partir d'un certain moment. À partir d'un certain moment, il faut attendre pour manger. À partir d'un certain moment, je dois commencer à organiser
le temps, parce que si je dois, par exemple, aller à l'école, je dois être prêt pour aller à l'école. Donc, je dois faire une série de choses qui posent la question des limites. Et alors, c'est la question importante. Les limites ou les lois, si vous pensez, viennent en deuxième lieu. Ça, c'est très important. Ils ne viennent pas en premier lieu. Ce qui vient en premier lieu, c'est l'amour, c'est le support, c'est le terroir. Les lois viennent en deuxième lieu. Donc, ça veut dire que les lois sont des moyens pour garantir que tout ceci puisse continuer. Donc, la loi n'est pas une fin en soi. La loi est un moyen. Je dis ça parce que parfois, on commence par l'inverse. On commence par dire la première chose, c'est la loi. Moi, j'ai envie de dire la première chose, c'est le lien. La deuxième chose, c'est la loi. Donc, c'est important, la loi. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. La loi, c'est important, mais en numéro 2. Numéro 1, les liens. Et donc, qu'est-ce que c'est la loi? Qu'est-ce que c'est la loi? Si on regarde ça d'un point de vue éducatif, donc pas d'un point de vue juridique. Mais d'un point de vue juridique, ce n'est pas très différent. D'un point de vue éducatif, la loi, c'est une parole. C'est une parole qui dit, par exemple, tu vas attendre pour manger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre toi, l'enfant, et la nourriture, il y a une séparation. Ça, c'est la loi. La loi qui va dire, avant, tu voulais téter, tu prenais le sein de maman et tu fonçais dessus. L'enfant, il ne demande pas de téter. Vous avez vu un bébé déjà qui demande, est-ce que je peux? Il ne demande pas. Il fonce. Et puis, à un certain moment, on va lui dire, non, maintenant, tu vas attendre pour manger. C'est plus la même chose. Ça change. Tu vas attendre. Et alors là, il y a quelque chose de très important qui va se passer. Parce que l'enfant, on sait très bien, il veut faire le malin. Il veut continuer à faire ce qu'il a envie. Et qu'est-ce que l'adulte, il va faire à ce moment-là? Il va lui dire, d'abord, il va lui dire non, tu vas attendre pour manger. Et puis, il va faire semblant de se fâcher. Il va lui dire, il va durcir un peu le ton. OK? Donc, je peux prendre l'exemple de David. Je peux prendre l'exemple. Donc, imaginons le papa de David qui dit, David, il monte un peu la voix comme ça. Ça arrive, ça se passe avec les petits-enfants. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quand le papa ou la maman, je dirais l'adulte, il monte un peu la voix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça, on doit comprendre parce que c'est fondamental. Et attention, je ne parle pas de frapper ni rien, mais quand on monte un petit peu la voix, on est un peu plus sec, et l'enfant, il regarde comme ça, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe là. Opa, je suis en train de déconner ici, je suis en train de faire quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que l'adulte, il me dit, oh, David, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là du point de vue théorique? Qu'est-ce que l'adulte, il essaye de faire? L'adulte, à ce moment-là, face à l'enfant, il va dire, c'est comme s'il lui disait, si tu continues, je ne vais plus t'aimer de la même façon. Donc, c'est une menace de retirer tout l'amour que je t'ai donné jusqu'à maintenant. Donc, l'enfant, il est face à un défi. L'adulte, il pose un défi. Je sais que dans la culture africaine, les défis sont très importants. OK? Donc, l'adulte, il pose le premier défi à l'enfant. Il lui dit, écoute, tu veux continuer à faire comme ça, mais tu as un défi. Tu vas perdre
tout ce que tu as reçu jusque maintenant en termes de support, d'amour, de confiance, de chaleur humaine, au pas. Alors l'enfant, il va se dire, qu'est-ce que je vais faire? Parce que vous voyez le défi. Si lui il fait ce qu'il a envie, il va perdre l'amour. L'amour, l'appui, le confort. Par contre, s'il obéit, il va rester dans la grâce de ses parents. Ce défi-là, c'est le défi qu'on va avoir le reste de la vie. Donc, si je fais quelque chose, l'autre, il ne va pas aimer. Et donc, je dois choisir entre ce que j'ai envie de faire et l'amour de l'autre. Donc, ça arrive, moi, j'ai envie de faire quelque chose et ma femme, elle me dit, non, j'ai envie que tu restes à la maison. Mais si moi, je sors quand même, elle va dire, bon, ok, alors je retire un peu de mon amour. Ça se passe comme ça. Et donc, on pose ce défi-là. Donc, dans la majorité des cas, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il va obéir parce qu'il n'a pas envie de perdre tout ce qu'il a reçu. Et donc, vous voyez comment c'était important. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, il y a des parents qui se désintéressent de leur enfant et ils s'intéressent à leur enfant juste quand ils font une bêtise. Mais peut-être c'est déjà trop tard. Il fallait s'intéresser avant. Donc, le lien en numéro 1, la loi en numéro 2. Ça, c'est ma manière de réfléchir. Et ce n'est pas uniquement la mienne, je veux dire, mais c'est une manière que je trouve tout à fait intéressante. Et donc, la loi, elle sert à préserver l'ambiance qui s'est créée, la manière de fonctionner, la manière, tout doucement, de se respecter. Qu'est-ce que ça veut dire respecter? Ça veut dire de porter l'autre, littéralement, de porter l'autre dans sa poitrine. Respeito. Ça vient du latin, l'idée de res, de porter la chose dans son peito. Peito, c'est poitrine. Donc, le respect, ça veut dire que tout doucement, cet amour-là se transforme en respect. Donc, je porte dans mon cœur, quand on dit à quelqu'un, je te porte dans mon cœur, c'est le plus grand respect qu'on peut avoir. C'est déjà de l'amour, c'est encore plus que du respect. OK? Mais l'idée du respect, c'est de porter l'autre en soi. Donc, je comprends que je vais me limiter parce qu'il y a l'autre, parce que je ne suis pas tout seul, parce que je ne peux pas faire tout ce que j'ai envie. Et donc, ce mouvement-là, il n'est pas simple. Pourquoi? Parce qu'au début, l'enfant, il a envie de faire exactement ce qu'il a envie. Je vais donner un exemple avec mon fils. Donc, mon fils, il voulait aller à l'école pieds nus. Et ici, pourquoi? Parce qu'à la maison, les enfants, ils vont pieds nus. Sauf qu'à l'école, il faut mettre au moins des sandales. Les petites sandales, comment vous les appelez, celles où il y a le doigt, les tongs, on dit en France. Comment on dit à Abidjan? Vous voyez lesquelles? Les petites sandales, on peut les mettre. Mais il faut quelque chose, pas pieds nus. Et alors, mon fils, il ne voulait pas mettre les sandales. Et moi, je lui disais, OK, il ne veut pas mettre les sandales, donc on va rester ici. Il n'y a plus rien qui va se passer si tu ne veux pas mettre les sandales. OK? Mais je comprends que tu aies envie de ne pas mettre les sandales. Ça, je peux comprendre, sauf que tu ne peux pas. Et il dit, mais moi, je ne veux pas mettre les sandales. Et moi, je lui répétais, mais je comprends que tu ne veux pas mettre les sandales. Mais tu vas devoir les mettre pour aller à l'école. Qu'est-ce que je suis en train de faire à ce moment-là? Je suis en train de lui dire, écoute, moi, je comprends qu'à la maison, tu puisses aller sans sandales, mais à l'école, c'est différent. Donc,
qu'est-ce que je veux dire? Moi, je continue à respecter l'enfant, mais je lui mets la limite. Donc, c'est deux choses différentes. Mettre la limite et manquer de respect. C'est ça que j'ai envie de dire. Souvent, quand on veut mettre la limite, on manque de respect. Et ça, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, soit je mets la limite, soit je manque de respect. Et donc, une première question que je pose aux parents quand je fais des activités dans des communautés, quand vous posez la limite, vous gardez le respect ou vous perdez le respect de votre enfant? Ça, c'est une question importante aussi. Parce que moi, je peux mettre la limite, je ne vais pas bouger, il ne va rien qui va se passer, mais je ne perds pas le respect de l'enfant. Un jour, il y a un enfant, c'était mon autre fils, qui m'a dit une chose que je retiens jusqu'à maintenant, qui m'a dit, « Papa, tu peux me sanctionner, mais tu ne peux pas me casser. » Il a fait ça, non, parce qu'il est très malin. Il est très malin, il a fait ça pour me provoquer, tu vois. Mais, quelque part, il avait raison. C'est parce que moi, j'étais un peu furieux ce jour-là. Et lui m'a rappelé à l'ordre quelque part. Il m'a dit, tu peux me sanctionner, je suis d'accord avec la sanction, mais pas avec l'humiliation. Tu ne vas pas me casser. Il était déjà un peu grand, hein, il avait déjà 10-12 ans comme ça. Mais je trouvais qu'il avait formulé ça d'une manière intéressante. Alors moi, j'ai réfléchi un petit peu, ok, donc je vais te sanctionner, j'ai dit. Mais je ne vais pas t'humilier et je reconnais ce que tu as dit. Et ça, c'est très important parce que quand on reconnaît ce que l'autre dit, on gagne en estime et en respect. Donc, pour moi, ça, c'est la deuxième chose. Première chose, le lien, la loi. Deuxième chose, mettre les limites, ce n'est pas la même chose que perdre le respect. Et alors, quand je dis ça dans les communautés, les gens ils commencent à se poser des questions. C'est pas la même chose, mettre la limite ou manquer de respect. OK? J'avance, vous voulez poser des questions? Ça va comme ça? C'est clair ce que je raconte? Oui, tout est clair, à moins que certains participants aient des questions. Quelqu'un il veut poser des questions? Mais moi, justement, quand vous avez Vas-y. évoqué le premier ingrédient relatif au lien, justement, j'avais cette question. Comment est-ce que vous appréhendez ce lien, notamment dans le contexte africain? Parce que justement, nous, de Way Out, on travaille exclusivement sur le contexte africain. Et justement, vous, quel est votre ressenti par rapport au contexte africain? Est-ce que la question de l'amour, est-ce que la question du lien, ça relève du tabou? Parce que justement, en Afrique aussi, on a cette difficulté-là à exprimer souvent. On a plus tendance à mettre des limites, mais on a du mal souvent aussi à exprimer de l'amour, à exprimer beaucoup de choses. Est-ce que vous avez un ressenti différent par rapport à ça ou... C'est une excellente question. Et David, vous avez vu que je disais chaque fois amour à côté. Parce que pour moi, à la limite, si je devais choisir un mot, je choisis lien plutôt qu'amour. Parce que ça va dépendre beaucoup des cultures. OK? Parce que, par exemple, quand j'étais à Korogo, OK, j'ai été visiter le musée Sénoufo. Moi, j'aime bien donner des exemples. Donc, j'étais au musée Sénoufo à Korogo et à la fin de la visite, donc pendant la visite, j'avais repéré que le guide, il y avait 4 enfants du quartier qui accompagnaient la visite. Et c'était intéressant la manière comment le guide, il prêtait attention à ses enfants. Il les respectait vraiment. Et ça, pour moi, c'était magnifique. Parce qu'il faisait l'explication pour les adultes,
il y avait des adultes qui suivaient la visite avec, en parlant au téléphone, etc. Bon, OK. Et l'adulte, il prêtait attention aux enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'il les choyait, mais il les respectait. Et les enfants, ils trouvaient... Et donc, au moment où un des enfants a commencé à s'en aller dans d'autres endroits du musée, le guide, il avait déjà établi une relation de respect avec ses enfants et il lui a dit, oh, 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 toi, tu restes ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le lien, il avait été construit avant. Quand on a un lien, c'est beaucoup plus facile de mettre la loi. Donc, je vais donner un autre exemple, toujours à Korogo. Il y avait des enfants dans la rue qui posent beaucoup de problèmes parce que les adultes, ils ne savent plus quoi faire avec ces enfants qui partent le matin, qui vivent en groupe, qui parfois s'approchent des personnes pour demander de l'argent, etc. Et il y avait un groupe comme ça. Donc, ils me voient, moi, le blanc, parce que, bon, évidemment, j'étais le seul blanc dans cet espace. Et je commence à parler avec eux. Et j'ai dit, qui veut faire un tour à moto avec moi? Et il y avait plein de motos. Évidemment, je n'allais pas monter sur une moto. Je suis monté sur un banc. Donc, j'ai mis mes deux jambes comme ça sur le banc, OK? Et j'ai dit, qui veut faire un tour avec moi? Moi, je veux faire un tour. Moi, je dis non. La moto, moi, je peux prendre un à la fois. Et donc, on est parti dans une histoire que le banc, selon laquelle le banc, c'était notre moto. Et donc, je dis, OK, qui va monter sur la moto? Le premier, moi, non, on va faire un à la fois. OK? Et alors, on partait sur le banc, c'était la moto, et on faisait un tour. Et lui, il me disait, tonton, va plus vite. On était assis sur le banc, hein? Et lui, il disait, tonton, va plus vite. Non, attends, sinon on va faire un accident. Qu'est-ce qu'on était en train de faire à ce moment-là? Bon, ça je dis parce que moi j'étais éducateur dans la rue, hein, donc on acquiert des habilités. Il me dit, tonton, va plus vite. Non, sinon on va faire un accident. Ah, OK. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je crée du lien et je mets de la loi. Je crée du lien et je mets de la loi. Je crée du lien et je mets de la loi. Donc, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est central. Alors, je réponds à la question. Moi, je crois, par exemple, que des enfants qui sont élevés dans leur famille, dans la communauté, il y a du lien qui se crée. Par exemple, le guide du musée, on a commencé à parler. Vous voyez bien que j'aime bien les histoires et tout ça, mais j'avais faim. Alors je lui ai dit, vous n'avez pas faim. Il n'y a pas un endroit où on peut manger quelque chose. Et lui connaissait une dame dans le quartier derrière le musée, là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Et non, on est rentré là, et bon, tout le monde y regardait parce que normalement les Blancs, ils ne rentrent pas dans les quartiers, etc. Et puis on a mangé. Et c'était intéressant parce que lui, il m'a invité chez lui à Pâques. OK? Et quand on a mangé chez lui, les enfants, ils ne mangeaient pas avec nous. Ils mangeaient par terre, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui arrivent aussi. Mais c'est une manière d'établir le lien. Parce que je ne sentais pas dans ça un manque de respect. Parce que les enfants, il y avait beaucoup de chaleur entre les parents et les enfants. Donc, la manière d'exprimer cet amour, elle peut varier. Elle peut être comme les mamans italiennes, oh mio figlio, et qui font des grands scandales et qui embrassent, et l'enfant, il est hyper protégé. Je parle des enfants italiens et je les connais bien, je veux dire. Ou alors, c'est parfois un truc un peu plus distant, ou parfois c'est un truc un peu plus englobant, mais l'enfant, il n'a pas beaucoup d'espace. C'est très codé comme ça. Donc, l'enfant, il sait qu'il doit prendre son assiette et aller manger là, point.
ou bien l'enfant, il sait qu'il il peut se lever de la table quand les parents, ils le disent. Mais s'il y a un contexte de lien, ça devient toujours plus facile. Pourquoi? Parce que l'enfant, il sait que si il désobéit, il va perdre quelque chose. Après, je vais parler aussi des sanctions. OK? Je vais parler aussi des sanctions. Mais ça, pour moi, c'est une question tout à fait intéressante. Je ne sais pas si je réponds bien Oui, à la question. oui, tout à fait, vous répondez à la question. Et justement, dans votre réponse, vous avez encore suscité une autre question et je me permets de faire le parallèle avec les événements parce que avec l'exemple que vous avez pris, je vois quand même que vous avez une approche assez pédagogique vis-à-vis des enfants qui permet justement à ces derniers-là de pouvoir s'exprimer. Mais souvent aussi, ce qu'on constate dans la société, c'est qu'il y a un certain déphasage entre les adultes et les enfants. Si bien que souvent, on a du mal à poser des limites. Et je me permets comme ça de prendre l'exemple de la France avec les événements récents où les enfants sont sortis, ils ont brûlé des commerces et tout ça. Est-ce que finalement, c'est ce déphasage entre adultes et enfants qui crée cette situation ou est-ce que les adultes n'ont pas justement les prédispositions, je ne sais pas moi, intellectuelles ou je ne sais pas, pour pouvoir quand même amener les enfants à respecter les limites? Wow. David, ça, c'est des questions. Il y a basique 1, basique 2, basique 3. Ça, c'est déjà des questions très difficiles. Donc, moi, j'ai travaillé en milieu immigré Oui, pendant 15 ans. Et une des grosses questions, milieu immigré musulman, OK? ok, Et une des grosses questions était celle qui est posée maintenant, OK? oui, Et la question, c'est la suivante. C'est vrai que parfois les adultes n'ont pas la possibilité de décrypter le monde dans sa nouvelle phase. tout à OK? fait. Donc maintenant, c'est déjà encore différent. Parce que moi, je suis parti avec ma Mina en moto dans les villages de la savane et j'ai fait une discussion avec les dames. Certaines parlaient français, d'autres c'est nous faux, mais on s'arrangeait pour parler. C'était très intéressant, très, très intéressant. Et alors, je leur ai dit, on parlait exactement de ça, des limites, comment est-ce qu'on met les limites. Et Mhm. alors, j'ai demandé aux dames, puis je reviens sur la question des événements en France. Les dames de ce village, je ne sais pas moi, une trentaine de kilomètres de Korogo, on était arrivé à moto et c'était Mamina qui conduisait, donc une dame de 65 ans avec le blanc derrière. Donc ça, c'était aussi assez intéressant. Euh, et on est arrivé dans le village. Et alors, moi, j'ai demandé, on parlait de l'éducation, de ces choses-là, etc. Évidemment, je devais utiliser un langage que je pensais être accessible à ces dames qui étaient visiblement non, elles n'avaient pas de langue écrite, c'était de la langue orale. Mais alors, je leur ai demandé, qui est-ce qui d'entre vous a un GSM, un portable? Et alors, il y a une qui dit, moi. Non, 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 vous ne m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. J'ai demandé, qui a un portable? Lève la main avec son portable. Tout le monde a levé, toutes les femmes, c'était des femmes parce que les hommes, ils étaient dans les champs ou à l'usine, travailler. Toutes les femmes ont levé la main. Alors j'ai dit, et qu'est-ce que vous croyez? Et ce téléphone, il est accessible à vos enfants? Tout le monde a dit oui. Et qu'est-ce que vous croyez que dans le GSM, les enfants, ils vont Oui. trouver la même chose que vous leur dites ou ils vont trouver d'autres choses qui viennent des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, de n'importe où dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Soit on dit aux enfants, voilà, pas de portable, mais ça va casser à un certain moment, surtout si les enfants, ils vivent dans une ville, parce qu'au village, peut-être c'est encore possible, mais essayez de garder votre enfant loin de tout ça. À l'adolescence, ça ne va pas tenir.
Donc, il va falloir faire une initiation à ça aussi. Mais évidemment, les adultes n'ont pas toujours cette facilité-là. Et donc, du point de vue des associations, de notre travail pédagogique, c'est d'apprendre aux adultes de dire, écoutez, il y a des choses qui fonctionnent différemment. Donc, si tu tiens trop dur sur ta position, peut-être que tu vas avoir du succès, mais peut-être que ça va casser aussi. Peut-être qu'à un certain moment, ça ne va plus passer. Donc, la question, c'est toujours, à mon sens, et on va arriver à la question des sanctions, toujours garder cette idée du contexte et de voir que les choses sont différentes. Mais je comprends que les parents, parfois, sont difficiles. Donc, moi, je vois, par exemple, la manière dont moi, bon, quand j'étais en Europe, parce que j'ai passé un an entre l'Afrique et l'Europe, je viens de revenir au Brésil. Et je parlais avec des filles musulmanes qui maintenant ont 40 ans, mais c'était les filles dont j'avais été l'éducateur il y a 30 ans. Donc, c'était des... Et alors, je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passait pour vous? C'était très intéressant. Qu'est-ce qui se passait pour vous avec des éducateurs européens en venant de vos familles musulmanes? Comment est-ce que ça se passait? Et elles m'ont donné une réponse que je n'aurais jamais imaginée, mais qui a tout à voir avec ce que je dis maintenant. Elles m'ont dit, Ricardo, on voyait que vous faisiez le possible pour être proche de nous et de nos parents. Donc, vous nous avez jamais parlé mal de nos parents, mais vous avez toujours été attentifs à ce que nous, on avait envie de dire. Et donc, c'est tout un jeu de médiation qu'il faut faire. Ça ne sert à rien de dire, les parents, ça ne compte rien, maintenant, c'est pas ça. Parce que, par exemple, il y avait des centres éducatifs qui ne tenaient pas compte de la culture musulmane, par exemple. Nous, on avait des activités uniquement féminines. Et alors, il y a une fille qui me dit maintenant à 40 ans, qui me dit, pour nous, peut-être que maintenant, on ne ferait même plus ça, des activités uniquement pour les filles. Nous, on ne ferait même plus ça. Mais nous, on a compris que ça, c'était le gage de votre crédibilité auprès de nos parents. Et donc, les parents, ils disaient, oui, 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 tu peux aller au local de Ricardo. Et quand il y avait un problème, le père qui ne savait pas comment parler avec l'institutrice à l'école, il venait chez nous. Parce que nous, on était à l'écoute, parce qu'on avait compris qu'il y avait des cultures là qui n'étaient pas exactement la même chose. Donc, j'imagine que ce soit en France ou même à Abidjan, il y a une différence culturelle assez importante entre les parents et les enfants. Il faut trouver une troisième voie. Parce qu'il y a la culture traditionnelle. Les enfants, ils sont exposés à la culture de consommation. Ça aussi, c'est peut-être pas l'idéal. Il faut trouver une troisième voie et c'est pas gagné d'avance. Mais je dirais que la base, c'est toujours l'écoute. Et puis, à un certain moment, puis je vais parler des sanctions aussi. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, sinon je passe aux sanctions. Ça va? Ça marche pour tout le monde? Je suis suffisamment clair dans ce que j'ai dit? Oui, je pense que pour l'instant, tout est assez clair, donc on peut aborder la question des sanctions. Alors, la question des sanctions. D'abord, vous voyez que je ne dis pas punition, je dis sanction. Et là, je vais être un peu théorique au départ, et puis de nouveau, je vais donner des exemples. La première sanction, c'est de nouveau
une parole. Si la loi est une parole, la sanction est une parole aussi. Donc, je dis par exemple à mes enfants, ils vont jouer dans la rue. OK? Ça, c'est un exemple qui est réellement arrivé. Et je dis, ils vont jouer dans la rue. Et je dis, bon, oui, vous allez jouer dans la rue, mais jusqu'à quelle heure? Pardon, ici, il y a un problème. Excusez-moi. Donc, je dis à mes enfants, excusez-moi, je dis à mes enfants, vous allez jouer dans la rue. OK. Papa, est-ce qu'on peut aller jouer dans la rue? Oui. Jusqu'à quelle heure? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je lui demande à lui jusqu'à quelle heure. Évidemment que j'ai une heure en tête. S'il va me dire jusqu'à 2 heures du matin, je vais dire non. OK? Jusqu'à quelle heure? Il me dit 10 heures. 10 heures du soir. Ça va pas, ça. Ça, c'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup. Tu as encore 10 ans. Ça va pas, ça. On va faire 9 heures. 9 heures, on est d'accord. Et puis, tu as l'autre et le petit. Hein. Alors, parfois, c'est difficile de mettre 1 heure pour le grand, 1 heure pour le petit. Ça arrive. Alors, tu as le petit, oui, 9 heures. Comme ça, OK, 9 heures. Il est 9 heures. Ils ne sont pas à la maison. 9h15, ils ne sont pas à la maison. 9h30, 9h20, je décide d'aller les chercher. Quelle est la tentation? C'est d'aller les chercher avec le bâton ou d'aller les chercher en les prenant par les cheveux ou par la chemise, faire la grande scène, OK? Du père qui arrive, qui dit, c'est quoi ça? Qui fait le grand scandale. Ça, c'est manquer de respect. Mais eux, ils doivent rentrer à la maison à 9 heures. Donc, je vais les chercher. Je dis, vous venez immédiatement, sans discussion. Mais tranquille, mais ferme. Parce que c'est ça la question. Parce qu'il y a des parents maintenant, moi je le vois, le fait qu'il y ait de l'amour et du lien, ça n'a rien à voir avec la fermeté. Si on garde le respect, on peut être ferme. On dit, maintenant tu viens et tu me suis. Et normalement, si la relation, elle est bien, il va te suivre. Et tu arrives à la maison. Et alors, je dis, on avait dit 9 heures, il est quelle heure là maintenant? 9h15, papa. Et alors, eh ben, on a fait différent de ce qu'on avait établi comme accord. Ça, c'est la première sanction. La sanction, c'est qu'on est tous d'accord que la loi, elle disait une chose, la loi ou l'accord, elle disait une chose, et nous, on a fait différent. Et vous, les enfants, vous avez fait différent. Ça, c'est la première sanction, donc on est tous d'accord que la loi, elle a été franchie, que la limite, elle a été franchie, que la limite, elle n'a pas été respectée. Ça, c'est la sanction 1. La première sanction, c'est ça. Alors, vous allez dire, oui, mais ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de s'en tenir aux mots. Là, j'ai envie de dire, ça dépend. Si je crois que la parole a fait son effet, je lui dis, moi, je vois ça par exemple en classe. En classe, je dis, et les enfants, si vous parlez tous en même temps, on ne va pas s'entendre. Donc, j'arrête mon cours. Parfois, c'est suffisant. Je dis, on a dit qu'on parle un à la fois. Là, je vous dis, on est en train de parler tous en même temps. Qu'est-ce qu'on a dit? On parle un à la fois. Donc, on arrête. La salle se calme et on continue. Donc, parfois, la sanction 1, elle est suffisante. Mais il faut passer par la sanction 1, de dire, parfois, il y a des parents,
qui tapent sans même dire rien du tout. Ils ne parlent pas, ils ne disent pas pourquoi ils sont en train de frapper, par exemple. Et là, je ne questionne pas le fait qu'ils frappent, ça je vais le questionner après, mais le fait qu'ils ne parlent pas. La sanction, c'est du nouveau de la parole, du symbole, c'est de dire, on a dit une chose et vous en avez fait une autre. C'est la même chose quand on dit, bon, qu'est-ce qu'on... demain, je passe chez toi pour résoudre un problème, même entre adultes. Si la personne, elle passe pas, elle te doit une explication. Elle dit, ah, j'ai pas pu passer parce que j'avais un oncle qui a dû partir à l'hôpital. OK, parfait. Mais il y a des mots, il y a des mots. Si je dis, David, je vais passer demain, et je ne passe pas et je ne te dis rien, etc., tu vas dire, waouh, Ricardo, c'est pas, on peut pas trop compter dessus sur celui-là parce qu'il dit une chose, il en fait une autre. Une première fois, c'est bon, une deuxième fois, troisième fois, tu sais déjà que ça ne marche pas. Tu ne peux pas compter sur moi. OK? Donc, la sanction 1, pour moi, elle est super importante parce que c'est de dire, voilà, il y a une loi, elle a été franchie. Donc, ça, la première limite, elle est dans la parole. Pour moi, ça, c'est très important. Et donc, il y a une dimension symbolique très importante quand on dit, maintenant, tu vas parler avec ton père. Maintenant, tu vas parler avec le directeur. Maintenant, tu vas parler... je me souviens où je jouais au football et j'avais reçu un carton rouge parce que je m'étais bagarré avec un joueur de l'autre équipe. Eh bien, on m'a fait aller devant une commission qui allait établir combien de journées, combien de tours j'aurais été suspendu pour ma conduite. Après, ils m'ont suspendu pendant 2 tours. Et je dis, tout ça pour me suspendre, parce que normalement, carte rouge, c'est une journée sans jouer, c'est juste. Là, ils m'en ont donné 2. C'est pas beaucoup. Mais ce que moi, je n'avais pas compris à l'époque, c'est que la chose la plus importante, c'est que quelqu'un, une autorité, vienne chez moi me dire, écoute, ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Et puis, ils m'ont donné les 2 journées de suspension. OK? Alors, si la parole n'est pas suffisante, et puis je vais terminer avec ça, en théorie, on a 3 grands moyens. Donc, sanction 1, vous avez déjà compris, hein, c'est la parole, c'est de dire la loi, on est passé au-delà. Mais il faut le dire. C'est pas implicite, c'est pas seulement par des regards. Non, il faut le dire. On a dit 9 heures et vous êtes arrivé à 9h15. Ça ne va pas. Là, l'adulte, il prend ses responsabilités. Mais il ne faut pas être enragé pour ça. Hein. Il ne faut pas humilier, espèce d'imbécile. Non, il faut être ferme. De dire, on a dit 9 heures et c'est 9h15. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, il y a 3 grandes possibilités théoriquement. Première possibilité, le châtiment. C'est quoi le châtiment? C'est faire souffrir. C'est simple. C'est la majorité des cas, c'est ça qui arrive. On fait souffrir. On injecte de la douleur. On frappe. On prive de quelque chose, d'une activité, de nourriture. On prive de relations. Par exemple, tu restes dans ton coin pendant 1 heure, 2 heures, une journée. Donc, la base du châtiment, c'est donner de la douleur. Ça, parfois, on ne réfléchit pas à ça. Pourquoi de la douleur? Et là, à Corogo, on a eu des discussions, mais ça, on devrait avoir beaucoup plus de temps pour en parler. C'était hyper intéressant.
parce que eux, ils m'ont fait faire une conférence. Mais moi, après, j'ai été voir les responsables de la radio. C'était une radio musulmane. Je dis maintenant, moi, c'est moi qui vais faire une interview. C'est moi qui vais vous interviewer. Vraiment, j'étais à l'écoute. Quel est le sens du châtiment corporel? Parce que je sais que dans beaucoup de familles, ici au Brésil aussi, le châtiment corporel est encore très important. OK? Alors, la question c'est, est-ce que c'est du châtiment pour renforcer mon autorité? Mais alors, ça veut dire que je n'en avais pas avant. OK? Ou c'est du châtiment parce que parfois on pense, moi je ne suis pas moraliste, donc ce n'est pas moi qui vais dire tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Moi j'établis des points théoriques généraux et puis les parents ils s'organisent avec ça. Et pour moi l'idée c'est que le châtiment c'est une production de douleur, on crée de la souffrance et on le fait en général pour plusieurs raisons. Soit parce qu'on dit, comme tu as fait du mal, maintenant tu mérites de souffrir. Ça, c'est la première idée. Tu as fait du mal, je vais te faire souffrir, comme ça tu ne vas pas recommencer et les autres ne vont pas recommencer. Donc, c'est le châtiment exemplaire. Donc, et aussi l'idée, bon, je sais que je souffre, donc je ne vais plus recommencer parce que je n'ai pas envie d'avoir plus trop de châtiment. Mais ça risque de ne pas aller trop loin parce qu'il y a un moment où ça fait même plus mal. Il y a le châtiment exemplaire pour la communauté. Moi, le père, je dois montrer à tout le monde que je tape mon enfant parce que c'est comme ça que je montre qu'il me respecte. T'imagines que, donc, le châtiment, c'est pour éduquer les autres. Et puis, certains croient que le châtiment a des vertus éducatives. C'est-à-dire, à travers le châtiment, il y a de l'apprentissage. Moi, je n'y crois pas trop. Moi, je crois que le châtiment, s'il a un effet, c'est un effet de court terme de ne pas recommencer par la peur de souffrir à nouveau, mais pas par l'apprentissage. Il y a un deuxième type de sanction, c'est de dire, bon, maintenant, je vais t'expliquer. Et alors, l'adulte, il commence à parler, à dire plein de choses, etc. Ça peut être utile, mais il faut faire attention aussi parce qu'il y a un moment que l'enfant, il n'écoute pas vraiment. Donc, ça sert plutôt à l'adulte. Et pour moi, une manière de sanctionner qui est intéressante, c'est de continuer avec la parole et de faire un nouvel accord. Donc, si tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour réparer? Qu'est-ce que tu proposes pour réparer? Mais ça doit venir dans une discussion. Donc, parce que moi, je peux lui dire, ah, alors maintenant, tu vas nettoyer la cour. OK? Mais ça, c'est du nouveau un châtiment. Mais par contre, si je discute avec l'enfant et je lui dis, qu'est-ce que tu peux faire pour réparer? Et alors, l'enfant, il peut faire des propositions. Ou l'adulte, il peut faire des propositions aussi. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que parfois, il faut du châtiment. Mais l'idée du châtiment, elle doit toujours se connecter avec la première sanction. Donc, dire, bon, comme toi, tu as rêvé tard, maintenant, pendant 2 soirées, tu ne vas plus sortir dans la rue. Comme ça, tu vas te souvenir. Ce n'est pas un gros problème, ça. Je veux dire, ce que je suis en train de dire, moi, par exemple, je ne suis pas très favorable au châtiment corporel. Mais si quelqu'un me dit que de temps en temps, il a donné un châtiment corporel, moi, je ne vais pas me désespérer. OK? Mais pour moi, le principal, c'est, comme j'ai dit, le lien, la loi. Moi, comme autorité, pour faire valoir la loi, la sanction 1 par la parole qui se rattache à la loi. Puis, je peux taper, je peux pas taper, je peux donner une corvée.
Pour moi, le mieux, c'est de continuer dans la discussion et faire un nouvel accord. Mais si parfois il y a du châtiment, pour moi, ce n'est pas un gros problème. Du moment qu'on est dans cette séquence-là. Parce que si c'est du châtiment corporel pur, sans lien, sans loi, sans parole, sans autorité, ça ne va pas très loin. Au contraire, je vais perdre mon autorité. Pourquoi? Parce que je donne l'exemple que face à un problème, je résous les choses uniquement par la force. Et donc, l'enfant, il comprend ça. Et donc, peut-être que ça va être quelqu'un qui, plus tard, va résoudre ces problèmes en utilisant la force et la violence. Donc, voilà, moi, je vais m'arrêter ici. S'il y a des questions, la discussion, je suis tout à fait ouvert et disponible. Merci beaucoup, monsieur le professeur. On a l'habitude de dire qu'il faut toujours utiliser la force des arguments et non l'argument de la force. Par Et je exemple, vois que vous venez encore de nous en faire une très belle illustration à travers vos propos qui, moi, personnellement, m'ont très instruit parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et justement, on voit aujourd'hui que dans notre société, si on a des difficultés avec certaines personnes, c'est justement dû à des manques qui n'ont pas été comblés dans l'enfance. Et justement, ça nous interpelle aussi à avoir aussi un comportement beaucoup plus sécure vis-à-vis des enfants. Et ça a été vraiment un plaisir de pouvoir assister à cette conférence. Donc maintenant, nous faisons un peu la course contre la montre. Nous avons un peu moins de 5 minutes avant la fin de oh, cette réunion. Oui, les bonnes choses ne durent pas, comme on le dit chez nous en Afrique. Donc, j'aimerais savoir si au niveau des participants, il y a des questions. On va prendre une ou deux questions et éventuellement avant de clore cette conférence. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci de lever la main afin qu'on puisse vous donner la parole pour vos questions. un à la fois. Ah, il me semble que le message est tellement bien passé que il n'y a pas de questions. Moi, il y avait eu des questions auparavant, mais Oui, n'hésitez pas s'il y a une question à vous, à nouveau, je suis tout à fait disponible. oui, oui. Mais justement, moi, j'allais poser une toute dernière question. Vous, en tant OK. que vous avez travaillé avec les enfants et tout, et on voit aussi qu'en Afrique, généralement dans le milieu éducatif, on a souvent recours au châtiment comme moyen d'apprentissage. Et vous, justement, si vous êtes contre cette façon de faire, qu'est-ce que vous préconisez, justement? OK. On va prendre la question de Monsieur Oui, Sessoum. monsieur Sessouma, oui, monsieur Sessouma, allez-y pour votre question aussi. Oui, merci. Moi, je suis très heureux que le professeur ait foulé le sol africain et précisément en Côte d'Ivoire et ayant passé quelques jours à Korogo, euh, justement, comment le professeur perçoit la, la compréhension de la protection des droits de l'homme par les cultures africaines, précisément par la culture sénoufo. La culture sénoufo qu'il a eu la chance de côtoyer parce que je connais à peu près cette culture. C'est une culture, comme vous l'avez mentionné dans votre intervention, où on met un peu du châtiment dans l'éducation de l'enfant. Et au-delà de ça, euh, la culture sénoufo perçoit moi, je suis au Burkina, donc je relève de l'Ouest, donc Oui, moi vers je voulais aller Banfora. au Donc, Burkina. Je voulais aller, mais pour l'instant, la situation, elle était un peu compliquée, alors j'ai laissé tomber. d'accord, donc c'est dire que les droits de l'homme sont vus comme un frein à l'éducation en réalité par ces cultures-là.
Est-ce que vous voyez? On dit que non, on ne peut plus éduquer nos enfants, on ne peut plus crier sur l'enfant, ainsi de suite. Or, bon, je dis que la protection des droits de l'homme, c'est universel. C'est universel. Si l'enfant n'est pas bien éduqué dans des conditions, voilà, où il a vraiment, où ses droits sont respectés, dans son évolution à son âge adulte, ça se sent. Ça se sent. On sent il n'est pas lui-même avec les autres enfants. Donc, maintenant, Allô, Monsieur Sissouma? Ça a coupé. Mais je crois que j'ai compris le Oui, sens de on a sa compris la question, mais question, oui. j'aimerais bien qu'il revienne pour écouter la réponse. Monsieur Oui, il est là. Sessouma. Monsieur Sissouma, vous êtes là pour écouter la réponse du professeur? Ah, son micro non, voilà. je suis là, je suis là, Ok, je suis là. ok. Donc, je dirais que comment faire pour convaincre ces populations pour qu'ils comprennent la nécessité de la protection des droits de l'enfant, parce que c'est nécessaire dans le développement de l'enfant. Merci. Merci à vous pour ces questions qui sont épineuses, qui sont pas simples. OK? Mais moi, j'ai envie de dire, pour moi, on est dans un monde où beaucoup de gens parlent et très peu de gens écoutent. Donc, moi, je dirais, si j'étais un responsable associatif dans une qui travaille côtoyant, par exemple, une communauté, que ce soit Sénoufo ou autre, mais disons une communauté traditionnelle, pour moi, ça va être très important de développer l'écoute. Donc, si moi j'arrive en disant, vous devez respecter les droits de l'homme, le risque, c'est de créer une résistance encore plus grande. Donc, pour moi, le jeu, c'est toujours un jeu de médiation et de compromis. Donc, si moi, j'arrive dans une communauté, je dis même pas moi je suis out, je suis blanc, je viens d'un autre monde, je n'ai rien à dire, OK? Mais, puisqu'on me le demande, je dis ce que je pense. Pour moi, la question, c'est pas d'arriver dans la communauté et de dire ce que vous faites, c'est l'erreur. Ça, je dirais que c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que je crée de la résistance. Si je dis à quelqu'un que ce qu'il fait, il est dans l'erreur, la première chose qu'il va faire, c'est de dire, mais d'où est-ce qu'il vient celui-ci pour me dire que je me trompe? Donc, pour moi, la question, c'est de s'écouter et parfois de réfléchir ensemble. Si toi, tu tapes sur l'enfant, est-ce que tu fais ça parce que tu as réfléchi à ça ou est-ce que tu fais ça parce que tu as souffert le même traitement quand tu étais petit et tu n'as pas réfléchi à d'autres possibilités? Moi, j'ai fait beaucoup de travaux dans les communautés ici rurales, qui sont aussi des communautés traditionnelles. Et alors, je disais, bon, vous avez souffert des châtiments corporels. Et alors, maintenant, comment est-ce que vous voyez ça? Ah, je vois ça comme un problème. Oui, mais alors pourquoi tu fais la même chose avec ton fils? Mais parce qu'il faut aussi donner d'autres moyens de faire valoir les limites. Parce que c'est ça le problème. Si moi j'arrive à la communauté et je dis, tu ne vas pas frapper, mais je mets aucune solution à la place, c'est pas intéressant. Alors, première chose, je vais écouter. Deuxième chose, je vais demander, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de fonctionner? Et troisième chose, une fois que la relation, c'est de nouveau la même chose, hein, même avec les adultes, il faut d'abord le lien. S'il n'y a pas de lien, ça ne marche pas. Donc, même moi, en tant qu'éducateur, au début de ma... Bon, évidemment, ici, on est loin, on se voit aujourd'hui et je ne sais pas quand, la prochaine fois, mais pour moi, c'est important, même avec vous, d'établir un minimum de lien.
au départ de la conférence. C'est pour ça que j'ai posé des questions au départ, au lieu de commencer à parler tout seul. Parce que le lien est la chose principale. La même chose, elle peut être dite dans un lien différent, elle aura une signification différente. Donc, moi, je dirais, c'est vrai, Monsieur Sessouma, il y a une question qui est posée là et qui est importante, elle est grave même, parce que si on croit aux droits de l'enfant, on voit qu'il y a des enfants qui souffrent des violences, mais il y a tout un parcours à faire avec les parents, avec les communautés, et c'est un parcours d'écoute. C'est un parcours d'écoute expliqué. Parce que maintenant, on a des nouvelles conceptions. Donc, quand, par exemple, et il faut s'habituer à l'idée qu'il faut du temps pour que les gens entrent dans une nouvelle perspective. Ça ne peut pas être du jour au lendemain. Si mon grand-père, il frappait mon père, si mon père, il m'a frappé, c'est pas évident comme ça de comprendre que je pourrais faire d'une manière différente avec. Je ne sais pas si, certainement, je ne réponds pas à la totalité de la question, mais juste pour donner une méthode Tout et à un fait, je principe. pense que vous répondez amplement à la question et vous montrez quand même que c'est dans tout votre exposé, ça concerne les enfants, mais aussi ça concerne les adultes. Donc, il faut aussi une pédagogie, il faut de la stratégie, il faut de l'écoute, il faut du lien. Et nous notons Ben, vraiment cela avec beaucoup de sérieux. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, monsieur le professeur Ricardo Capi. Ce fut vraiment un énorme plaisir. Je suis OK. navré parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à échéance et c'est quand même dommage, OK. mais ça a été très instructif. Et au nom de l'association de Way Out, je souhaiterais quand même vous remercier, vous dire merci de vous être disponibilisé. Merci pour cet échange. Merci vraiment pour toutes ces éléments que vous nous avez communiqués. Et nous aussi, on va se faire comme des porte-flambeaux auprès du personnel éducatif, auprès des enfants et quand même faire en sorte que le parcours éducatif soit un parcours empreint d'épanouissement, empreint aussi d'amour et voilà, afin que les élèves, les enfants puissent atteindre l'excellence. Donc, ce fut vraiment un réel plaisir et je tenais à vous dire merci, à vous saluer tout au nom de l'association des Way Out. Merci beaucoup. Je vois que M. Oui, Sessouma, il a la main oui, mais levée. C'est ok, la même monsieur Sessouma. d'avant. Non, je pense qu'il a la main OK, levée. Monsieur Sessouma, mais allez-y, juste soyez bref, s'il vous plaît. d'accord, merci. C'était juste remercier, en tout cas, tous les acteurs qui ont rendu possible cette conférence. Je suis très ému, j'ai appris beaucoup. Voilà, et je pense que la satisfaction est totale. Maintenant, c'est inviter le professeur à faire un tour au Burkina. Je sais que la perception internationale sur le Burkina est très difficile, mais il y a un minimum de vie quand même. Et les enfants sont des victimes collatéraux des attaques terroristes. Donc, c'est mieux Wow. de venir voir dans quelle mesure renforcer encore cette compréhension de protection des droits de l'homme. Merci. Ah, j'adorais. Dans mon premier plan de voyage, l'idée c'était d'aller à Korogo et puis de continuer au Burkina. Mais en fait, je me suis arrêté à Korogo parce qu'on m'a déconseillé de continuer, de passer la frontière terrestre. Et on m'a dit que c'était peut-être un peu compliqué. OK? Mais en tout cas, je vous remercie. Donc, je remercie Carmen pour l'invitation. Je remercie à vous tous et spécialement à David pour l'accueil, pour l'interaction. Est-ce que je peux poser une question, David? Votre formation est en quoi? Oui, là, je viens d'obtenir mon diplôme de Master 2 en droit. Ah, en droit.
Oui. OK. Donc, il faut penser à la criminologie maintenant. Il faut penser à la criminologie parce que la criminologie, comme vous le voyez, elle ouvre les perspectives.